Allez, bonsoir à toutes et à tous. On a un peu de retard. On s'excuse par rapport aux personnes qui nous suivent en direct. Il n'y avait pas de souci technique. Mais on avait une présentation au niveau des élus départementaux avant ce conseil municipal. Alors, avant de commencer, on a pris l'habitude depuis deux conseils de lire des questions orales des habitants qui ne peuvent pas participer. On est toujours en séance à huis clos. Je pense que dans quelques semaines, on arriverait à changer, hein, normalement. On pourra revenir en séance publique. Donc, on a eu deux questions. Donc, une qui a été portée tout à l'heure, donc qui est souplie, mais c'est le jeu, hein. Quand les habitants viennent poser leurs questions en direct, les élus sont pas censés avoir les réponses. Donc, c'est bien. Moi, j'aime bien comme exercice parce que ça oblige à, à connaître l'ensemble des sujets. Alors là, c'est long, hein. Bon. Je vais essayer de garder le principal. Alors, je vais quand même commencer par le monsieur qui m'avait envoyé sa question hier, monsieur Stéphane Roger. Stéphane Roger, ouais. Donc, il nous a fait un courrier notamment sur les pistes cyclables. Donc, c'est Patrick Amadei, hein, qui pourra répondre s'il le souhaite et puis on complétera. Donc, ce monsieur, je synthétise un peu, hein, il déplore alors, c'est quelqu'un qui pratique le vélo, mais qui déplore un peu le manque d'équipement dans certaines zones, notamment pour rejoindre Salanches. Donc, il salue la voie verte qui a été faite dans le mandat précédent, notamment pour aller à l'abbaye, la volonté de prolonger en direction sur la rue Allende. Et il parle quand même aussi de la dangerosité de certains itinéraires et la nécessité de rejoindre le Fayet. Donc ça fait partie des axes de travail qu'on a aujourd'hui. Donc il nous brosse un peu il nous brosse un portrait. Il fait quasiment tous les secteurs de la commune. Donc c'est pour ça que je vais pas tout détailler. Il parle de la nécessité de desservir le lac de Passy notamment. Voilà. Donc comme promis, j'ai résumé, hein, je suis désolé, mais son intervention. Patrick, tu peux peut-être apporter deux éléments par rapport à ce que tu mènes au niveau du schéma cyclable communal, la version, les connexions ou ce qu'on discute avec la Comcom, et puis la véloroute sur l'avancement de la réflexion. Alors, première chose, on a mis à jour à la demande de la Comcom le schéma prévisionnel cyclable de la commune de Passy, qui avait été élaboré en 2018 pour joindre toutes les communes. Alors, on travaille d'abord sur les cyclables des communes et ensuite, ça se rejoint entre communes. Et tout ça, c'est pour accéder à des subventions. Donc, on l'a remise à jour, et notamment en ce qui concerne la liaison avec la gare du Fayet, justement, pour qu'on puisse à terme après continuer avec la véloroute pour aller jusqu'à Salanches. Deuxième chose, on a rencontré le SM3A hier, et donc on est tombé d'accord pour travailler avec eux sur une possibilité de faire passer cette véloroute du côté de l'Arbre, ce qui permettrait d'avoir un circuit beaucoup moins monotone, moins près, encore que, mais de l'autoroute, et par contre, ouais, plus attractif. Donc c'est la dernière mouture de nos volontés, et on va pouvoir, avec eux, on va pouvoir avancer sur ce sujet dans l'année prochaine. Je suis bien d'accord avec tout le monde que ça va pas assez vite. Je suis le premier à m'en rendre compte. On en a reparlé avec Jacques et je suis le premier. Mais bon, quand on fait les routes comme ça, première chose, se précipiter, c'est bien, mais si c'est pour dans 4 ou 5 ans s'apercevoir qu'on a fait une erreur et qu'il faut changer, faut faire des modifications, une véloroute, c'est fait pour 20 ou 30 ans, autant qu'il soit adapté au désir de tous. Donc, on peut éventuellement, effectivement, accepter des retards même si on trouve que c'est trop long, des retards d'1 ou 2 ans. Simplement, ce sera bien quand ce sera la vraie véloroute, et le bon tracé. Et surtout, c'est des problèmes d'abord de sécurité. Il est clair que la véloroute par la route des Grelets, ce serait une catastrophe de voir tous les gens qui font du vélo sur cette route-là, parce qu'il y a des voitures qui passent et c'est hyper dangereux. On sent l'avis du praticien, du pratiquant, praticien et pratiquant. Merci, merci Patrick. Donc pour rebondir sur la véloroute, je parlais aussi un peu à Jacques, hein. On est en train de réfléchir. On a pris un peu de hauteur.
sur d'autres projets, notamment avec le SM3A. Et on regarde, on a bien avancé, hier. Donc faut qu'on concrétise un peu ces histoires de tracés. Mais comme le disait Patrick, il y avait la véloroute Léman Mont Blanc, le projet qui nous a été présenté, qui avait été engagé par le mandat précédent. Sur ce bout, autant la partie aérodrome et ABI, c'était bien ce qui a été fait. La voie verte, c'est parfait. Autant la véloroute qui passait au milieu des criques du lac, on n'a pas souhaité aller dans ce sens-là. Il y aurait eu trop de conflits d'usage, c'était pas, ça correspondait pas aux besoins. Donc c'est vrai qu'autant perdre un tout petit peu de temps, mais pour sortir quelque chose de vraiment qualitatif. Et puis là, on a un bon partenaire. Il y a des usages qui se conjuguent un peu, hein, le chemin rustique du SN3A, les nécessités d'aménager les berges de l'Arve. Il y a un super projet à mener et je pense que quand on aura l'occasion de vous présenter ça, ça remportera l'unanimité. Et juste, Vas-y, tu peux rajouter. rajouter quelque chose. On a aussi travaillé donc avec un certain nombre d'élus et puis j'ai transmis ça au comité consultatif environnement sur les parkings vélos en fait. Donc s'il y a un certain nombre d'appels à projets dessus, donc on a regardé où est-ce qu'on pouvait mettre des parkings vélos un petit peu partout sur Passy, que ce soit au niveau des bâtiments et équipements publics, mais aussi au niveau des zones d'intérêt touristique en fait. Donc, on est en train de finaliser ça effectivement et de voir si on peut répondre à ces appels à projets pour des financements sur 3-4 ans en fait, et sur plusieurs années du mandat en fait. Parce qu'il y a environ entre 300 et 350 parkings à vélo qui ont été identifiés pour l'instant. Donc, on va voir si on peut tout faire. Le budget pour l'instant, on est en train de finaliser, de regarder tout ça et de mettre en place. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a un bon budget, on va dire, à prévoir effectivement là-dessus. Voilà pour la merci Christelle, merci Patrick. Donc voilà pour la question de Monsieur Stéphane Roger. Donc là j'ai 3 questions de Monsieur Bouessoff. La première, est-il possible de repeindre en noir les inscriptions du monument aux morts de Passy, surtout la plaque des anciens d'Algérie? Bah pourquoi pas, hein. Si c'était en noir avant, hein. On en a parlé avec Annette. On en a La dernière parlé le cérémonie, 8 mai. on l'a vu et on avait dit qu'il fallait le faire. Bon bah voilà, donc Le 8 mai, on s'est fait la remarque. d'accord. Eh bah écoutez, j'étais avec vous, mais je vous ai pas entendu. Ben, lui, il était juste derrière. Ouais, d'accord. Donc, et puis s'il y a les autres monuments, je pense qu'il faut regarder à Chêne, hein, ou au Plane. S'il y a d'autres, faut regarder, hein, c'est l'occasion de faire un peu la tournée. Donc pas de souci, on le note, Monsieur Carin, et il faudra transmettre au service, hein. C'est important que les questions qui soient posées par les habitants, il y ait un suivi concret derrière. La deuxième question, c'est l'entrée de la maternelle de la Jonction, donc côté avenue du Coteau, donc côté gendarmerie. Il existe une porte. Serait-il possible de la faire ouvrir pour les enfants côté sud de la Jonction et gendarmerie, pour qu'ils ne soient pas confrontés à la circulation de la grande rue? Jean, Alors, c'est une chose qui se faisait dans le passé. Maintenant, depuis quelques années, on a un parking côté, nord-ouest de l'école, est de l'école. Donc, on a un parking. Il faut noter quand même qu'on a énormément d'enfants qui transitent par la garderie avant d'aller en classe. Donc, naturellement, l'accès se passe là-bas. Pourquoi pas occasionnellement l'ouvrir. Par contre, un manque évident de stationnement sur l'avenue du Coteau serait découvert. Voilà, bien fait aussi ça. Donc, il n'y a pas de stationnement suffisant pour faire une dépose en école maternelle, puisque c'est de la dépose où les parents vont jusqu'à la porte de la classe. Donc, c'est un peu difficile. Par contre, de ce côté-là, en plus, nous sommes en train d'étudier l'aménagement. Donc, il y a le passage, voilà. Et puis, il y a Vigipirate qui est malgré tout toujours en vigueur. Hein, donc, on canalise les enfants le plus possible. Je vois pas ce qui peut. Non, mais bon, c'est une remarque intéressante. C'est intéressant, mais je pense qu'on C'est vrai qu'on on n'est pas très sécurité. on envisageait un passage derrière l'école pendant les travaux, donc il faut que Ouais, il y a une soit organisation possible. pendant les travaux qui va se passer là. Ok, bon, merci. En tout cas, bon, merci pour la question, c'est noté. Il faut regarder la faisabilité, mais il y a quelques contraintes. Et puis, une remarque de Monsieur Bouessoff pour info. Monsieur le maire, je n'ai pas eu de réponse au cours du conseil municipal précédent, puisque la visioconférence était en panne au débat du conseil. Alors, c'est vrai que la visio, il y a eu un souci au démarrage et les questions
du public, enfin, de Monsieur Boissoff en particulier, n'ont pas pu être retransmises. Par contre, j'ai fait une réponse sur Facebook normalement. Donc je vais pas reprendre les deux questions là, mais les deux questions qui ont été posées, on a répondu sur Facebook. Donc c'est aussi public. Voilà. Merci. Alors, j'ai deux annonces et puis on attaque le conseil. Ça va, c'est pas un gros conseil, donc normalement ça devrait aller assez vite. La première, c'est que ça concerne tout le monde, donc il y a pas mal d'élus qui ont répondu. Il y a les élections départementales et régionales au mois de juin, les 20 et 27 juin. Donc les élections départementales, bah, c'est nos élus de canton, hein. Je pense que tout le monde connaît les élus actuels. Et puis il y a les élections régionales. Donc ces deux scrutins se tiendront en même temps et on a besoin d'assesseurs. Donc il y a pas mal d'élus qui ont répondu, des nouveaux, on a relancé les anciens, on a eu des réponses aussi, donc on les en remercie. Il y a des bénévoles, des volontaires qui viennent autour de nous, mais c'est pas suffisant. Donc on n'est pas les seuls, hein. C'est le cas dans toutes les communes de France, malheureusement. Donc voilà, si autour de vous, au niveau de ceux qui nous suivent sur Facebook, au niveau des élus, on relance un peu des personnes qui pourraient avoir 4 heures de temps à accorder. C'est un exercice qui est pas désagréable. En général, on passe un bon moment, on voit du monde, toujours des gens qu'on connaît à un moment ou à un autre. C'est convivial. Ça permet de rencontrer aussi d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément, voire des élus. Il en faut quoi? 108 des assesseurs? Pour plus d'une centaine, Centaines, on en est à combien là? il en manque une bonne vingtaine, Une vingtaine, pas plus? un peu plus, minimum. Moi, il me semble qu'il en faut un peu plus. Il manque essentiellement aussi des gens capables de faire président, de tenir le bureau de vote en tant que président de bureau de vote. C'est-à-dire quelqu'un qui a une petite expérience quand même. Par contre, ce que je rajouterais par rapport à ce que vient de dire le maire, c'est qu'il suffit simplement d'être inscrit sur les listes électorales à Passy et être majeur, donc, pour pouvoir tenir un bureau de vote. Et être vacciné ou avoir un test PCR. Ça marche. Juste une petite chose pour les gens qui appellent, il faut bien demander Marie-Pierre Père en fait, parce que je crois qu'il y a eu, pour s'inscrire, il y a eu un petit souci, donc notamment il y a des gens où il n'y a pas eu de réponse qui ont été faites, donc si ces personnes sont derrière l'écran, mais effectivement ce serait bien de rappeler la mairie et de demander Marie-Pierre Père. Service population. Service population, voilà. Transition toute faite sur la vaccination. Dernière info, donc comme vous savez, le centre de vaccination au niveau du canton du Mont-Blanc, eh ben, c'est le Parvis des Fives. On a doublé les lignes de vaccination, hein. On a 468 doses à injecter, c'est ça, Christelle, Monsieur Cara. Donc, ce qui devrait nous porter à 10 000 vaccins par mois. Donc, on était prêts. On a les quantités de vaccins, hein, c'était quand même la question. Et puis, l'organisation qui a été mise en place dès le départ était quand même prévue pour accueillir 4 lignes de vaccination. Ça tourne bien. Et on peut féliciter les services sous la houlette de Monsieur Cara et Christelle. Ça fonctionne bien, c'est efficace, donc on les remercie et ça prouve que quand on joue collectif, eh ben, on arrive à avancer, quoi. Hein. Vas-y. Et puis te remercier tous les bénévoles aussi, parce qu'on a quand même des bénévoles qui viennent aider à gérer ce centre de vaccination, donc on tient vraiment à les remercier ici. Il y aura sûrement un petit appel aussi en juillet-août, parce qu'on risque peut-être d'avoir un peu plus de difficultés pour les vacances, mais donc on reviendra effectivement, que ce soit au prochain conseil ou par Facebook, si on avait besoin. Voilà, en tous les cas, merci à tous, à tous ceux qui se sont mobilisés pour que ça fonctionne et puis qu'on essaie de ne pas avoir de quatrième vague et qu'on puisse repartir de façon un peu plus normale, on va dire, à partir de la rentrée, je pense. Et puis on a lancé l'appel, donc il y a une solidarité intercommunale, hein. Il y a des agents des communes du Pays du Mont-Blanc qui viennent. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Je pense à Domancy, il y a Combloux, Saint-Gervais, du Citom aussi. Ouais, donc ça, c'est bien. La Comcom, ouais. On a mutualisé une partie des dépenses avec la Comcom. La région Auvergne-Rhône-Alpes nous aide aussi. L'ARS, bien entendu. Donc voilà, ça fonctionne bien. Et je pense qu'on va arriver au bout. Normalement, là, on espère que fin août, septembre, on soit au bout quand même du quota de vaccination. Allez, on attaque l'ouverture officielle du conseil municipal. Donc, il est tard, c'est 18h33. J'ouvre officiellement le conseil municipal. J'atteste que l'envoi des convocations ainsi que la publicité relative à la présente réunion ont été faits dans le respect de la légalité. Au nom du conseil municipal, je voudrais renouveler mes condoléances aux familles qui ont perdu un proche. J'avais la liste qui était
Tout à l'heure. Il est là. Je vais y arriver. Dans les décès, donc au mois de mai, il y a eu 2 personnes. Le 15, monsieur Roland Brèche. Et le 18 mai, monsieur Mohamed Boussoura. Et puis au niveau des naissances, on n'en a pas eu. Alors nous, on demande l'autorisation des parents pour parler des naissances. Donc il y en a peut-être eu, mais en tout cas, c'est pas celles qui ont été autorisées pour publication. Bon, ça arrive, hein, c'est rare. D'ailleurs, ça doit être la première fois, parce que je pense qu'on a toujours eu des naissances au niveau des derniers conseils municipaux. Alors, ce coup-là, on va faire l'appel. Alors, vous avez vu, hein, on est en configuration restreinte, vu qu'on est dans la salle du conseil municipal. Je crois que ça doit être le deuxième conseil qu'on tient ici. On n'a pas assez de place pour accueillir tout le monde dans des conditions sanitaires acceptables. Donc, on a réduit la séance à 18 personnes. 17, normalement, je crois qu'il y avait un pouvoir de plus. Donc, Christelle Rébet, Jean Fontaine, Présent. Annette Bordon, du calme, du calme. Alain Roger, Belguine Sétine, André Timjo, Delphine Chatrian, Clément Valentin, Nadejda, absente excusée, donne pouvoir à Patrick Amadei, Jean-Yves Demelin, Vanessa Tournier, Rémi Klein, Aurélie Lenavenant, absente excusée, donne pouvoir à Annette Bordon, Maurice Sadzo, Céline Sicoli, absente excusée, donne pouvoir à Vanessa Tournier, Romain Bonnet, absent excusé, donne pouvoir à Delphine Chatrian, Claire Métral, absente excusée, donne pouvoir à Christelle Rébet, Patrick Amadei, Véronique Vizet, absente excusée, donne pouvoir à Jean-Yves Demelin, Ludovic Pichon, absent excusé, donne pouvoir à André Timjo, Liliane Duval, absente excusée, donne pouvoir à Alain Roger, Taoufik Douce, absent excusé, donne pouvoir au maire, Véronique Nomovic, absente excusée, donne pouvoir à Jean-Yves Demelin, Ludwig Bianchine, absent excusé, donne pouvoir à Jean Fontaine, René Trachet-Giquel, absent excusé, donne pouvoir à Belguine Sétine, Bruno Valentin, absent excusé, donne pouvoir à Clément Valentin. Ah ouais, un suspense insoutenable. André Pastéris, Fabrice Dugerdil, Jocelyne Berruex, absente excusée, donne pouvoir à André Pastéris, Sandy Useglio, absente excusée, donne pouvoir à Fabrice Dugerdil, et Marie-Charlotte Aubry, absente excusée, donne pouvoir à Jacques Sartelet. Et Jacques Sartelet, ouais, mais c'est le dernier. Et Jacques Sartelet, il est là. Bon, merci à tous. Alors, la secrétaire de séance, c'est Christelle Rébet, désignée volontaire. Non, mais elle le sait qu'elle est désignée volontaire déjà depuis tout à l'heure. Donc, approbation du conseil municipal du 27 avril. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des corrections? Non, pas de remarques, pas de modifications. Donc, adopter l'unanimité. Je vous remercie. Donc, délibération numéro 2, désignation d'un nouveau membre de la commission de finances suite à la démission de Olivier Doré. Alain. Oui, bonsoir à tous. Donc, lors du dernier conseil municipal, nous avons enregistré la démission de M. Olivier Doré, datée du 22 avril, et son remplacement par Mme Sandy Useglio. Comme vous savez, la commission municipale des finances est composée en proportionnalité des résultats des élections. Donc, on propose que M. Olivier Doré, du groupe Passivation, soit remplacé par Mme Sandy Useglio. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Merci Alain. Alors ensuite, c'est une modification de règlement intérieur par rapport à l'accueil de loisirs et la restauration scolaire. Vanessa, s'il te plaît. Bonsoir. Alors, les règlements intérieurs des structures dépendant du service éducation jeunesse en précisent les modalités d'organisation et sont soumis à signature et à approbation des parents lors des inscriptions vers le portail famille ou en formulaire papier. Ils sont au nombre de 5, la restauration scolaire, le fonctionnement année et les fonctionnements été de touche à tout et graines de malice. Un groupe de travail s'est réuni pour étudier le contenu des 5 règlements intérieurs. Il y a eu quelques modifications.
de fond et de forme. Donc ces modifications, c'est surtout au niveau du fonctionnement été, en fait, la mise en cohérence du fonctionnement de l'été avec les petites vacances scolaires, notamment en ce qui concerne la tarification. Ainsi, une tarification spécifique pour les enfants disposant d'un PAI, donc un PAI, c'est un projet d'accueil individualisé, et apportant leur propre repas, ainsi qu'une tarification dégressive à partir du deuxième enfant. L'organisation également d'un mini-camp va être proposée cette année et sur le début d'été normalement. Et là encore, on a mis en place une tarification dégressive pour le deuxième enfant. Le conseil municipal est invité à voter pour approuver les modifications apportées au règlement intérieur des accueils de loisirs de la restauration scolaire, autoriser la mise en application de ces modifications à compter du 1er juillet 2021 pour les 2 règlements été et du 1er septembre 2021 pour la restauration scolaire et le règlement année. Et donner pouvoir à Monsieur le maire pour exécuter la présente délibération. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Voter, j'en ai oublié un encore. Y a-t-il des contre? Voter à l'unanimité, je vous remercie. Ah ouais, c'est bien on relance l'opération avec les mini-camps, c'est une bonne chose. On attend quoi là au niveau de date? C'est quoi? C'est par rapport aux conditions sanitaires? Oui, au départ, c'était les conditions sanitaires. On avait un petit souci au niveau du centre d'accueil aussi. Et donc là, j'ai un petit flou. Je ne sais plus si c'est sur juillet ou fin juillet, plutôt début août. D'accord. Mais ça avance positivement. Bon, parfait. Merci Vanessa. Alors, on passe à un autre registre, c'est la candidature de la ville de Passy, Ville des Alpes, Christelle. Donc, l'association Ville des Alpes de l'année regroupe toutes les villes des Alpes ayant reçu en fait le titre Ville des Alpes de l'année depuis 1997. Donc, ce titre récompense l'engagement particulier d'une ville alpine dans la mise en œuvre de la Convention alpine, dont le but premier est de concilier le développement durable avec des mesures favorables à la protection de l'environnement alpin. Donc, les villes qui composent cette association sont situées en fait dans tout l'arc alpin. Donc, il y en a en France, en Italie, en Suisse, Allemagne, Liechtenstein, Autriche et jusqu'en Slovénie. Donc, chaque année, en fait, une ville propose un programme de valorisation de son territoire et de ses projets à travers différentes manifestations afin de postuler à ce titre. Donc, Passy, en fait, est membre observateur depuis 2018 de Ville des Alpes de l'année. Et en septembre 2019, Passy a présenté un dossier pour pouvoir devenir Ville des Alpes de l'année. Donc, ce dossier est accepté et nous souhaitons donc candidater pour adhérer de façon définitive en 2022 et donc proposer un programme sur 2022 qui permettra de valoriser Passy au niveau international. Donc, pour ce faire, la commune de Passy souhaite être accompagnée dans son projet et souhaite un pilotage et une coordination des parties prenantes par l'intermédiaire de Juliette Faudine, qui est déjà intervenue sur le dossier en fait depuis 2018. Donc c'est la personne qui pour nous semble tout à fait la mieux à même de nous aider à poursuivre ce projet. Et cet accompagnement distingue deux phases. Donc en 2021, la phase 1, c'est la conception d'un programme d'activité et la valorisation des projets structurants. Et la phase 2, qui sera donc sur 2022 avec la mise en œuvre du projet. Donc la mission est composée de 20 jours de 20 jours de participation avec 6 jours d'appropriation, donc ça on a déjà commencé, 9 jours de conception et 5 jours de planification pour un total de 15 600 € hors frais de déplacement. Donc le conseil municipal est invité à voter pour valider le contrat de prestation joint en annexe et autoriser Monsieur le maire à le signer, ainsi que tout document s'y afférent. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce contrat de prestation? Non. Donc, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? À l'unanimité, merci. Alors, juste une précision, quand vous parlez près des micros, parce qu'apparemment, il y a de l'écho par rapport à Facebook. Donc, ceux qui interviennent, c'est bien de pas être trop éloigné. Ouais, Christelle, tu étais un peu loin, je pense, il y avait un peu d'écho. Bon, Ville des Alpes, c'est quelque chose qui a été engagé par l'équipe précédente. On a musclé un peu les propositions, hein. On est en train de travailler ça. Donc, Christelle, je pense qu'au niveau de la commission environnement, tu feras un petit retour prochainement.
Oui, bah, au niveau de la commission environnement, on a déjà travaillé dessus à la dernière commission environnement il y a une semaine. On a à nouveau un travail qui va se faire dans 3 semaines tous ensemble. Et effectivement, donc il y a deux membres du comité de la commission environnement qui seront au comité de pilotage en fait pour faire remonter les avis de cette commission environnement. En fait. Voilà. Donc, Mais le travail, ça travaille bien. Ouais, je suis bien contente. ouais, non, Il y ça a eu avance déjà bien plusieurs. Ouais. avec Monsieur Cara, donc c'est Aurélie Le Navenant, hein, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui pilote le dossier au niveau des élus. Donc elle se l'approprie avec Christelle. Donc c'est un beau programme. Donc on aura l'occasion, vous verrez, de revenir vers vous puis d'expliquer un peu le détail de tout ce qui sera mis dans la candidature. Pour la petite info, hein, la convention alpine, c'est quelque chose auquel on fait souvent référence, hein, sur la politique environnementale. Elle date de 91. Elle a été signée par tous les États membres, enfin les États touchés par l'arc alpin. Et c'est au moment de la convention alpine que des grandes décisions ont été prises et appliquées par des États. Je pense à la Suisse notamment. Donc la volonté, c'était de protéger l'environnement et les massifs, mais aussi les cultures. Et c'est à ce moment-là que la grande politique de tunnel a été engagée pour le ferroutage. Et les Suisses et les Autrichiens ont un peu d'avance sur nous quand même dans ce domaine-là. Quand on voit encore que certains élus ou certains habitants, mais notamment certains élus, s'arc-boutent contre le Lyon-Turin, alors que le Lyon-Turin, il y a 17 km de galeries du tunnel principal qui ont été réalisés côté italien. Enfin voilà, 11 km du côté français sur les accès. C'est un projet qui est bien financé, qui profite à 700 ouvriers sur le territoire. Donc c'est un enjeu majeur. On est à l'échelle du siècle. Bien sûr qu'il y a un tunnel existant aujourd'hui, hein, mais qui n'est pas suffisant. C'est le tunnel du Mont-Cenis, qui est un tunnel du 19e siècle avec des trains qui tirent et qui poussent les wagons et qui ne sont pas au gabarit maximum. Donc aujourd'hui, il faut un outil beaucoup plus performant. Livraison, c'est 2032 dans le meilleur des cas. Il y a de gros enjeux. Donc le tunnel du Lyon-Turin, il est parti. Ça ne sera pas des TGV. Je fais une petite précision, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de fausses informations qui circulent. Ça ne sera pas des lignes TGV, ça sera des lignes mixtes, fret et voyageurs, mais pas à grande vitesse. Et l'enjeu énorme pour nous, on a discuté avec nos élus départementaux tout à l'heure, c'est quand même la desserte de la Haute-Savoie, qui bénéficiera de l'amélioration des voies, notamment tout ce qui vient de Lyon, Chambéry. Et donc la Haute-Savoie et le Pays du Mont-Blanc ont tout à gagner de la création de ce Lyon-Turin si le nœud principal reste à Lyon et que la gare principale au niveau de la desserte reste Chambéry, et contrairement à certains choix idiots qui ont été faits par des élus précédemment dans le secteur, là-bas, je ne citerai personne. En tout cas, des décisions gouvernementales qui n'allaient pas forcément dans le même sens que celles qui avaient été prises précédemment. Donc on y reviendra peut-être. En tout cas, c'est un enjeu très très important. Et si on veut supprimer à terme les poids lourds du tunnel du Mont Blanc et du Fréjus, il faut une alternative rail qui s'inscrive dans le schéma européen. Et Lyon-Turin, c'est un élément clé. Pour info, hein, la France, aujourd'hui, on passe 8% de notre fret sur le train. La Suisse est à 72%. Donc je vous laisse faire le calcul et le nombre de véhicules que ça représente. Bon voilà, j'ai été plus long que la délibération. Excuse-moi Christelle. On aura non, mais je viens de dire pas mal d'éléments là-dessus. On aura l'occasion d'en reparler et même à l'échelle de la Comcom. Bon, en tout cas, voilà, Ville des Alpes, il y a une belle candidature. Il y a pas mal de choses qu'on pourra mettre dedans et pour valoriser l'action engagée à Passy. Alain, sur les budgets forêt. Oui, budget forêt, s'il s'agit d'une demande de subvention au Conseil Savoie-Mont-Blanc, subvention liée au débardage par câble sur une des parcelles de notre commune, la parcelle 18 de Charbonnières. Donc ça concerne une assiette de coupe qui a été votée, hein, pour 2020. On arrive maintenant donc à la phase d'exécution et on peut avoir donc cette subvention qui est calibrée en fonction de la ligne de câble, la longueur de la ligne de câble et de la surface qui est desservie par ce câble. Donc dans notre cas, on aura sur une parcelle de 5 hectares 56 deux lignes de câble, enfin une ligne de câble qui se déplacera avec une longueur de 370 mètres linéaires une fois et après 325 mètres linéaires. Le calcul des subventions est relativement simple, elle est liée à la longueur du câble.
en dessous de 400 mètres linéaires ou au-dessus de 400 mètres linéaires, et avec un taux à l'hectare. Donc, on arrive pour notre coupe à une subvention de 7 784. Donc, l'avis du conseil municipal est sollicité pour approuver cette demande de subvention. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais apporter quelques précisions, Alain, parce que Si tu veux. la façon dont va être gérée cette parcelle, ça préfigure un petit peu ce qui peut se faire sur Tête Noire, en fait, et sur le plan de gestion de la forêt qu'on a sur Tête Noire. Donc, en fait, effectivement, la surface totale de la parcelle 18, c'est un petit peu plus de 30 hectares. Il y a une dizaine de martelages donc, de cette coupe a été faite en automne, enfin en septembre 2020. Et il y a environ une dizaine de trouées qui a été prévue pour un total de 2,5 hectares. C'est-à-dire c'est 8% de la parcelle. Donc comme quoi on ne fait pas des coupes rases. Moi, le martelage, j'y ai assisté. Donc dans ce martelage, même si au sein d'une trouée qui est martelée, si on a un arbre qu'on appelle arbre remarquable, soit c'est un arbre, notamment c'est des arbres qui sont âgés, soit c'est un arbre où il y a par exemple un nid, et ben ce sont des arbres qu'on ne martèle pas et qu'on va laisser en place en fait. Donc normalement, il était prévu que cette coupe à câble s'étende sur la parcelle d'à côté qui était la parcelle 19. Et en fait, on a estimé qu'elle avait un intérêt écologique supérieur à un intérêt économique. Donc en fait, on a laissé on ne touchera pas cette parcelle en fait. Donc comme quoi, on gère bien la forêt. On ne fait pas on ne fait pas des immenses tables rases de la forêt. C'est vraiment de la gestion raisonnée en fait. Et c'est ce qu'on propose de faire sur Tête Noire, contrairement à ce qui est dit quand même par pas mal d'associations, on va dire. Voilà. Et puis ensuite, on reste vraiment sur du local. Le câbliste est de Cordon. Le bois est vendu dans une scierie à Rognier, donc à côté d'Albertville. C'est une forêt qui est gérée en PEFC. Donc, et la scierie, elle, alors c'est PEFC, c'est une labellisation en fait de gestion forestière. Voilà. La scierie, elle, est labellisée Bois des Alpes. Et il faut savoir que la dernière intervention sur cette parcelle a eu lieu en 1975, donc il y a 45 ans. Donc on est sur des bois qui ont à peu près 80 à 100 ans. Donc comme quoi on est bien sur du bois de construction avec du stockage de carbone. Donc je voulais remettre les choses un petit peu au point parce qu'on voit un petit peu dans la presse un petit peu tout et n'importe quoi. Donc on est sur de la gestion forestière raisonnée et sur Tête Noire, c'est le même type de gestion qui sera proposé avec la route forestière. Voilà. Merci Christelle. Puis l'intervention, on peut passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a pour cette demande de subvention, je répète, de 7 784 € auprès du Conseil Savoie-Mont-Blanc, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Merci Alain. Ouais, puis en plus, ce qu'on peut ajouter, c'est que le pays du Mont-Blanc souffre on a une vraie pénurie de bois depuis quelques temps, hein. Et les entreprises spécialisées dans le BTP, enfin la construction plus particulièrement, déplorent une augmentation des tarifs qui est quand même sensible, hein. Là, on est à plus 20, plus 30%, on entend depuis le début de l'année, ce qui est proprement ahurissant, hein. En fait, il y a un déséquilibre du marché. Notamment la production américaine, nord-américaine, qui s'accapare ou qui achète les productions d'Europe centrale. En Euh, fait, c'est une répression du Canada contre les ouais, États-Unis. Et donc, on est bien sur la mondialisation et on en subit les conséquences. Le Canada a augmenté ses taxes sur le bois qui était vendu aux États-Unis. Donc, les États-Unis viennent racheter leur bois en Europe du Nord et en Europe de l'Est, en fait. Et donc, ça fait monter automatiquement les prix et ça crée de la pénurie sur les bois européens. Et comme on était tributaire pas mal de ce type de marché nord-européen, alors qu'on a du bois tout autour de nous, qui n'est pas exploité. il n'est pas exploité. On se retrouve avec des pénuries de bois sur notre territoire actuel. D'où la pertinence, hein, de faire une gestion raisonnée. Donc, on parlait de Tête Noire, mais ce n'est pas le seul massif. Et puis, quand on voit Maglan, qui a vendu la tempête du 1er juillet 2019, c'est vendu, le bois qui a été récupéré, abattu, c'est vendu en un peu plus de 6 mois. Et aujourd'hui, la commune de Maglan a besoin de fonds pour reforester parce que c'était une grosse partie des parcelles étaient sur la commune et ils ont besoin d'aide. Donc justement, je pense on va aller voir le maire de Maglan. On a peut-être des propositions à lui faire. En tout cas, voilà, je pense que
à l'échelle locale, on a quand même de belles choses à faire. Donc quand on peut lire ou on entend dire que le bois se vend pas ou qu'il n'y a pas de besoin, bah, c'est malheureusement, ça correspond pas à la réalité, ni du marché, ni des faits. Alors, Christelle, là, on va prendre un peu de hauteur, on va parler culture. C'est pas. C'est Delphine. Bing, c'est bien fait pour moi, tu vois. Oui, donc la délibération suivante, dans cette délibération, donc il s'agit d'une convention entre le Collège de Varins et l'école municipale de musique de Passy pour ouvrir une classe à projet musique. L'idée, c'est que les élèves qui entreront en sixième dès la rentrée 2021 auront la possibilité d'intégrer cette classe et de suivre sur 2 demi-journées par semaine, de suivre des cours un peu plus de musique avec des enseignants de l'école de musique de Passy. Et voilà, donc il s'agit d'une convention qui est à passer donc entre le collège de Varins et l'école de musique. Voilà, donc le conseil municipal est invité à voter pour approuver la mise en œuvre de la convention avec le collège de Varins, de charger monsieur le maire de faire établir et signer la dite convention et d'autoriser monsieur le maire à entreprendre les démarches pour obtenir la labellisation. Je ne vous en ai pas parlé. La labellisation, c'est la CHAM, classe à horaire aménagé musique. Donc là, c'est une étape, l'étape suivante, en fait, dans le partenariat qui se crée entre le collège et l'école de musique. Voilà. Donc ce projet, normalement, il est censé se développer. Donc on commence en sixième. Et puis après, les élèves pourront poursuivre en cinquième, quatrième, troisième. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est à partir de la rentrée 2021, c'est C'est ça? ça. Pas de questions. Donc, ben, voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Merci Delphine. Bah, écoute, tu continues parce que c'est la J'enchaîne. suite logique sur Voilà. les horaires délivrés par l'école de musique. Voilà, donc la conséquence de ce partenariat, une des conséquences de ce partenariat, c'est l'augmentation du nombre d'enseignements qui est nécessaire pour l'école de musique, pour les enseignants de l'école de musique. Et puis, donc, il y a 4 heures que les enseignants mettront à disposition des élèves du collège. Et puis, on en profite pour toiletter, si je puis dire, les effectifs et les heures, les heures des enseignants à l'école de musique. Parce que, par exemple, il y a un poste de percussion qui est resté vacant, un poste à temps complet de percussion qui est resté vacant, parce que donc l'agent est parti, sauf que les heures d'enseignement de percussion étaient réparties un peu sur plusieurs enseignants. Et puis comme le poste n'avait pas été fermé, ces enseignants devaient effectuer ces heures en heures supplémentaires. Voilà, donc c'est un jeu d'écriture de ressources humaines. Mais donc, je vais vous lire les différentes modifications qui sont entraînées. Donc, justement, au niveau des percussions, donc, il est question de supprimer le poste à temps complet de 20 à 20e au cadre d'emploi d'assistant d'enseignement artistique et de créer le poste suivant, donc poste d'enseignement des percussions ouvert à temps non complet à 9,75 20e, et puis le poste spécialisé en formation musicale ouvert à temps non complet à 9,5 20e. Ensuite, concernant l'enseignement de la flûte, il est question de supprimer le poste à temps non complet de 8,75 20e et de créer le poste à temps non complet de 12,5 20e. En ce qui concerne l'enseignement du saxophone, c'est le poste ouvert à temps non complet de 6,5 20e est supprimé. Et le poste de saxophone ouvert à temps non complet de 7,5 20e est ouvert, enfin créé.
Par rapport à l'enseignement du hautbois, donc le poste à temps non complet de 3/20 est supprimé et est créé à temps non complet un 3/25 pour le hautbois. Et puis ensuite, il est question aussi de supprimer le poste de 20/20 trompette. Ah, donc c'est le poste qui avait été ouvert pour l'actuel directeur de l'école de musique. Et puis de supprimer aussi un poste qui avait été ouvert donc de 2/20 pour du basson. Voilà. Donc ces jeux de chaises musicales, pardon, je suis navrée, mais ouais, un peu trop facile. Donc sont effectués pour répondre au mieux à la demande, aux inscriptions, et puis régulariser aussi les heures d'enseignement effectives qui étaient données donc en heures supplémentaires alors que des postes étaient créés mais vacants. Voilà. Voilà, et puis donc tout ceci a obtenu l'avis favorable du comité technique du 3 mai 2021. Voilà. Donc le conseil municipal est invité à voter pour accepter les suppressions et créations de postes qui ont été précisées. Autoriser monsieur le maire à recruter des agents non titulaires dans le cadre de l'article 3-2 et 3-3 deuxième de la loi de 1984 dans le cas d'une recherche infructueuse d'un fonctionnaire. D'autoriser monsieur le maire à modifier le tableau des emplois en conséquence et préciser que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget principal. Voilà. Avez-vous des questions? Une petite précision peut-être par rapport au volume horaire, il me semble qu'il y a une augmentation par rapport. Oui, alors il y a une augmentation de 20%, voilà, et qui est liée donc à cette implication, notamment donc à une augmentation des effectifs, et puis à cette implication des enseignants de l'école de musique dans la classe, Avec le collège. voilà, la classe projet musique avec le collège. Bon, donc c'est une amélioration notable où on apporte un service supplémentaire aux élèves de la commune. Bon, il n'y a peut-être pas que les élèves de la commune d'ailleurs. Non, il n'y a pas que les élèves de la Profite à commune, puisque tout. au collège, le C'est collège mélangé. accueille, voilà, exactement, des élèves qui viennent d'autres communes. Et puis à l'école de musique, bon, les élèves sont majoritairement de Passy, mais on en a qui viennent également d'autres communes, de Sallanches, Saint-Gervais et compagnie. Voilà. Petite précision pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude du fonctionnement de l'école de musique. Les professeurs d'enseignement artistique travaillent 20 heures. C'est pour ça qu'on vous parle de 20e par rapport aux autres catégories de personnel qui sont à 35 heures. Ouais, Un temps plein en enseignement artistique, c'est 20 heures avec les horaires qui est à côté. Donc c'est vrai que c'est on tient compte, comme dans certaines Comme branches dans d'enseignement, des temps de préparation. Donc c'est des heures. Et puis une petite précision aussi, quand on parle de comité technique, c'est pour les personnes qui ne suivent pas forcément la vie municipale. Comité technique, c'est les représentants des agents avec les élus, avec Jean-Yves Demelin, qui est délégué aux ressources humaines, la directrice des ressources humaines, le directeur général des services. Donc on se voit à peu près tous les mois, grosso modo, pour les évolutions sur les créations de postes, les modifications de règlements, sur la politique qu'on met en place aujourd'hui. On y reviendra dans quelques semaines, je pense, sur le régime indemnitaire. Donc voilà, c'est le comité technique, c'est comme les délégués du personnel dans une entreprise, c'est le même fonctionnement. Merci Delphine. Voilà, oui, on va passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Vanessa, donc la délibération suivante, c'est par rapport à la création des 16 emplois dans le service éducation jeunesse. Oui, donc du coup, nous, on sera sur du 35e, en effet. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de régulariser la situation des agents contractuels horaires qui assurent la pause méridienne dans les écoles au sein du service éducation jeunesse. Donc cette modification est rendue possible grâce à la loi de transformation de la fonction publique territoriale du 6 août 2019
qui permet à présent de recruter des agents titulaires ou des agents contractuels sur des emplois permanents à temps non complet, dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50%. À savoir qu'également, lors du comité technique du 3 mai, l'avis a été favorable. Donc, il s'agit du coup de créer les postes suivants. Donc, un emploi de responsable de la pause méridienne à temps non complet, donc 9,979 35e, et 15 emplois d'agents d'animation en pause méridienne à temps non complet, 8,17 35e. Ces agents contractuels seront rémunérés par référence à la grille indiciaire afférente au grade des adjoints techniques. Le conseil municipal est invité à voter pour créer ces 16 emplois permanents à temps non complet selon les modalités de rémunération ci-dessus exposées. Autoriser monsieur le maire à modifier le tableau des emplois en conséquence. Autoriser monsieur le maire à recruter des agents non titulaires dans le cadre de l'article 3-3-4 de la loi susvisée dans le cadre d'une recherche infructueuse de fonctionnaires, et préciser que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget principal. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Ouais, j'étais en train de regarder toutes les délibérations. Donc là, c'est la prochaine. C'est Jean Fontaine, c'est la 9 pour les espaces verts. Alors, il s'agit là de réécrire le poste, j'allais dire, de responsable de service d'espace vert. Jusqu'à présent, c'était un poste d'agent de maîtrise qui était responsable du pôle espace vert. Comme vous le savez, l'agent responsable a demandé sa mutation dans l'Ouest. Donc, on est en train de procéder à un recrutement. Et pour faciliter ce recrutement, il nous faut ouvrir ce poste qui est actuellement réservé aux agents de maîtrise. Et on veut l'ouvrir au poste d'agent de maîtrise et à technicien. Donc, je vous lis. Donc, on supprime dans un premier temps le poste de service espace vert ouvert par délibération de numéro 124 du 24 septembre 2015 à temps complet dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise des agents de tri, et on crée un poste de responsable de service espace vert ouvrant à temps complet au cadre d'emploi des agents de maîtrise et techniciens territoriaux. C'est de la manipulation d'écriture. Donc, on propose au conseil municipal d'accepter la modification de ce poste, d'autoriser monsieur le maire à modifier le tableau des emplois en conséquence, autoriser monsieur le maire à recruter des agents non titulaires dans le cadre de l'article 3-3-4 de la loi susvisée, dans le cadre de recherche infructueuse de fonctionnaires, et préciser que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget principal. Y a-t-il des questions? Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité. Merci. Merci Jean. Tu continues? Je continue. Ouais, sur l'apprentissage. Alors, il est rappelé au conseil municipal que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Ce dispositif présente un intérêt tant pour le jeune accueilli que pour les services accueillants, compte tenu que des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises. Il est proposé de recourir au contrat d'apprentissage selon les dispositions suivantes. Un contrat d'apprentissage rattaché au service eau et assainissement dans le cadre de la préparation d'un BTS gestion et maîtrise de l'eau pour une durée de 2 ans, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Considérant l'avis favorable à l'unanimité du conseil technique dans la séance du 3 mai, comité technique, lors de la séance du 3 mai 21, le conseil municipal est invité à voter pour décider au recours du contrat d'apprentissage,
décidé de conclure dès la rentrée scolaire 21 un contrat d'apprentissage rattaché au service eau et assainissement dans le cadre de la préparation d'un BTS gestion maîtrise de l'eau pour une durée de 2 ans. Autoriser Monsieur le maire à percevoir, le cas échéant, les aides de fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et du CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale. Dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget d'eau assainissement, chapitre 012 et 011. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif au dispositif, notamment du contrat d'apprentissage, ainsi que la convention conclue avec le centre de formation, et désigné comme médiateur chargé de résoudre les différents sujets d'exécution ou de la rupture d'apprentissage sur le fonctionnement de l'article D 62-74-1 du Code de travail du Centre de gestion de la fonction publique de Haute-Savoie. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci Jean. On va changer de domaine. Alors, on est toujours dans le domaine de création d'emplois. C'est pour André concernant la partie touristique. Ouais, André Timjo. T'as raison, il faut que je précise. Alors, création de 2 emplois non permanents dans le cadre d'un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité, chauffeur de navette. Alors, cette création s'inscrit dans le cadre du projet de protection du site du lac Vert, dont on a parlé avec nos élus départementaux tout à l'heure d'ailleurs, avec un premier volet qui avait été partiellement engagé la saison dernière, qui consiste à limiter l'accès au lac Vert par des véhicules. Là, en l'occurrence, ce serait à l'aide d'une barrière qui laissera passer, bien sûr, les ayants droit, les clients des restaurants et aussi les PMR. Et le deuxième volet, qui fait l'objet de cette délibération, sera bien sûr la création d'une navette qui permettra aux visiteurs d'accéder au lac Vert. Et cette navette fonctionnera 7 jours sur 7, du 1er juillet au 31 août. Et les 2 derniers week-ends de juin. Donc le conseil municipal est invité à voter pour la création de 2 emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d'activité afin d'assurer le bon fonctionnement de la saison touristique 2021. De préciser que les crédits suffisants sont prévus au chapitre 012 du budget principal et d'autoriser Monsieur le maire à recruter les agents contractuels nécessaires pour pourvoir ces emplois. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je voulais juste une précision sur le type de navette qui va être utilisée et où est-ce qu'elle va être trouvée, où est-ce qu'elles vont être, puisqu'ils seront 2, je pense qu'il y aura 2 navettes. Oui. Alors, c'est une très bonne question, effectivement, parce que nous avions à l'origine souhaité des navettes de type non polluante, électrique, et on va devoir se rabattre pour cet été et à titre de test, parce qu'on veut tester cette navette. On n'a pas trouvé en location de navette électrique ni de navette fonctionnant au GNV. Donc, on va être obligé de se rabattre sur des navettes thermiques qui seront probablement louées au Super U local. Donc, c'est des navettes 9 places, donc avec C'est PVL. C'est des navettes 9 places, oui. 9 places qui fonctionneront
en permanence entre Plaine-Joux, le lac Vert, aller-retour, c'est-à-dire qu'on a estimé que le temps d'attente des visiteurs n'excédera pas 40 minutes. D'accord. Et il y aura un horaire de quelle heure à quelle heure à peu près, une plage? Alors, l'horaire n'a pas été complètement retenu, mais on a envisagé un horaire de 9 heures du matin à 18 heures le soir, avec une interruption de 1 heure pendant la pause de midi. Alors, faut savoir que initialement, on voulait aller plus loin, hein. On voulait que ce soit une navette hippomobile avec, bon, il y avait un côté ludique avec un cheval, enfin des navettes. On a eu une évaluation, c'était hors de prix. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On était voilà, sur des chiffres stratosphériques, des chevaux assistance électrique, ouais, comme le souffle Alain, parce qu'il faut que la carriole soit aussi assistance électrique, parce qu'il y avait trop de pentes. Bon, donc comme l'a dit André, c'est une année de test. Le but, c'est de pacifier un peu ce qui se passe autour du lac Vert, parce que le site souffre de surfréquentation. C'est pour ça qu'on travaille avec le département dans le cadre d'espaces naturels sensibles, notamment sur le lac Vert. Donc, il y aura un plan d'action et des financements du département qui seront très intéressants. Les élus, Aurore Thermo, Jean-Marc Payex, portent la bonne parole auprès du département par rapport à la nécessité d'accompagner ces espaces naturels sensibles de la mobilité. Donc, on est heureux d'avoir leur soutien dans ce domaine-là et on verra vers quoi on s'acheminera plus tard, hein, sur les moyens. En tout cas, cette année, c'est une année de test. Le but, c'est pas de pénaliser les gens, bien au contraire, mais c'est d'éviter qu'il y ait des voitures garées dans tous les sens, que le site soit sursaturé et puis qu'on puisse se déplacer au lac Vert en toute quiétude. Donc, ceux qui peuvent marcher, bah, ils y descendront bien sûr par les chemins. Et puis, les personnes à mobilité réduite, il y aura des places pour elles. Et puis, ceux qui souhaiteront pas forcément marcher pourront prendre la navette, qui sera bien sûr en capacité d'emmener les personnes à mobilité réduite, hein. Voilà, sur les 2 mois d'été, c'est un peu une phase de test, avec un service qui sera bien entendu gratuit, hein, je précise. On ne voit pas la nécessité de faire payer sur un trajet pareil, ça serait totalement dissuasif. Donc là, on va dans cette direction-là. D'autres questions? Qui est contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, merci. Merci André. Non, j'ai un problème de liaison là, c'est bien. Alors, délibération suivante. C'est Christelle pour le forfait mobilité. Donc voilà, la délibération suivante, en fait, propose de mettre en place le forfait mobilité durable pour les agents de la collectivité de Passy. Alors effectivement, tout le monde est au courant qu'il y a quand même des problèmes au niveau de la qualité de l'air, et comme nous sommes soucieux d'aller vers l'amélioration de cette qualité de l'air, c'est dans ce cadre que nous souhaitons promouvoir les mobilités douces et donc limiter l'utilisation des voitures. Et accessoirement, c'est aussi bon pour la santé de faire du vélo notamment. Donc on participe aussi à la santé des agents. Et donc ce forfait mobilité durable a été instauré en fait par la loi d'orientation sur les mobilités. C'est un forfait de 200 €. Il concerne les déplacements entre le domicile et le lieu de travail pour les agents qui se déplacent en vélo, alors qu'il se soit vélo, qu'ils appellent vélo mécanique, j'allais dire à assistance musculaire, ou alors les vélos à assistance électrique, mais aussi pour le covoiturage. Et ce que là concerne aussi bien le conducteur que le ou les passagers. Ça marche avec les calèches? Pas pour l'instant. Les agents donc s'engagent à faire un minimum de 100 jours de déplacement par an. Bien sûr, pour les agents qui auront soit un temps partiel, soit les agents dont le contrat commence en cours d'année, il y aura un prorata qui sera fait. Et le décompte de ces 100 jours se fera par une déclaration sur l'honneur de l'agent, qui précisera le moyen de transport qu'il a utilisé. Le maire se garde la possibilité, effectivement, de faire des contrôles quand même. La mise en place de ce forfait mobilité durable commencera le 1er janvier 2022, avec un versement au premier trimestre 2023.
Donc, le comité technique du 3 mai 2021 a émis un avis favorable à l'unanimité pour la mise en place de ce forfait mobilité durable. Alors, avant de le mettre en place, on a envoyé un questionnaire aux agents, en fait. Il y a eu 62 formulaires qui ont été retournés, avec 85% des agents qui viennent en voiture. Et on avait au départ pensé peut-être faire qu'une prime de 100 € et puis une augmentation de prime progressive. C'est pas possible, hein. Par la loi, c'est 200 €. C'est bien défini. On ne peut pas mettre les personnes qui viennent à pied non plus dans ce forfait mobilité durable. Et il y avait 63% des agents qui étaient prêts à modifier leurs habitudes. Donc, soit venir en vélo, soit venir en covoiturage, si on faisait une prime, ne serait-ce que de 100 €. Donc, j'espère qu'avec une prime de 200 €, on aura encore un nombre d'agents supérieur prêts à modifier. En fait, c'est pas faire un effort, mais c'est modifier sa façon de se déplacer, en fait. Donc, le conseil municipal est invité à voter pour autoriser monsieur le maire à mettre en place le forfait mobilité durable à compter du 1er janvier 2022 pour un premier versement en 2023. Dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. Autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dispositif. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce forfait mobilité durable? Non. Donc, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, merci. Merci Christelle. Ouais, c'était bien de le préciser, hein, qu'avant de lancer le processus, on a fait une enquête en interne, hein, pour voir le potentiel de personnes intéressées. Donc c'était assez satisfaisant. Puis je pense qu'il y aura un effet boule de neige, c'est comme le vaccin. Hein, il faut un peu des premiers exemples et puis après on peut convertir les personnes autour. Merci. Délibération numéro 13, augmentation du temps de travail sur éducation jeunesse. Vanessa. Oui, donc suite au départ à la retraite au 31 juillet 2021 d'un agent titulaire occupant un emploi d'agent d'entretien au sein des écoles, le service éducation jeunesse va compléter ce poste en fait par des missions d'encadrement de pause méridienne. Le but étant d'augmenter le temps de travail d'un agent titulaire au lieu d'avoir recours à un agent contractuel. Comme cette augmentation sera supérieure à 10%, elle va se traduire par une suppression de poste suivie d'une création. À noter que le comité technique du 3 mai a également émis un avis favorable. Donc, il faudra supprimer le poste d'agent d'entretien ouvert à temps non complet en 17,635e au cadre d'emploi des agents techniques par délibération numéro 10 du 25 avril 2003 et de créer le poste d'agent d'entretien ouvert à temps non complet 23,293-35e au cadre d'emploi des agents techniques, ce qui équivaut à une augmentation de 32,375%. Le conseil municipal est invité à voter pour accepter la suppression et création de postes ci-dessus précisés. Autoriser monsieur le maire à recruter des agents non titulaires dans le cadre de l'article 3-2 et 3-3, deuxièmement, de la loi susvisée dans le cadre d'une recherche infructueuse d'un fonctionnaire. Autoriser monsieur le maire à modifier le tableau des emplois en conséquence et préciser que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget principal. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. Allez, délibération suivante, toujours, c'est par rapport à un poste au niveau de l'ATSEM. Oui, donc l'ATSEM, c'est un agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Donc, il s'agit là d'ouvrir le poste d'ATSEM, d'agent territorial ATSEM, au grade des adjoints techniques territoriaux, afin de faciliter le recrutement d'agents sur ce poste. Il convient donc, à compter du 1er mai 2021, de supprimer le poste d'agent d'animation ouvert à temps complet au cadre des agents territoriaux des écoles maternelles, par délibération numéro 4 du 31 mars 2005, à temps complet au cadre d'emploi des ATSEM territoriaux, et de créer le poste de responsable d'agent des écoles maternelles ouvert à temps complet au cadre d'emploi des ATSEM et adjoints techniques territoriaux. Le conseil municipal est invité à accepter la modification du poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles pour l'ouvrir au cadre d'emploi des ATSEM
et adjoints techniques territoriaux à compter du 1er mai 2021. Autoriser Monsieur le maire à modifier le tableau des emplois en conséquence. Autoriser Monsieur le maire à recruter des agents non titulaires dans le cadre de l'article 3-3-4 de la loi susvisée dans le cadre d'une recherche infructueuse de fonctionnaires et préciser que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget principal. Y a-t-il des questions, des contre, des abstentions? Voté à l'unanimité. Merci. Merci Vanessa. Délibération suivante, c'est la délibération numéro 15 sur le projet de rénovation énergétique du centre culturel du Plateau d'Acier. Donc vous savez qu'on a voté depuis le début du mandat une première rénovation énergétique. C'est les bâtiments avec les logements communaux à l'abbaye. C'est 550 000 euros de mémoire, 560 000 euros d'investissement. Et puis là, c'est le centre culturel. Donc c'est vrai que dans la campagne électorale, on avait listé, il faisait partie des bâtiments, mais c'était pas forcément celui-ci qu'on avait prévu de faire dans un premier temps. Mais il y a quand même une urgence importante au niveau, à la fois, il accueille la garderie Les Oursons. Donc il y a une problématique de confort qui est quand même assez sensible pour les enfants. Tu as coupé le micro en même temps. Pour les enfants et surtout les enfants et les agents qui travaillent là-haut, notamment l'hiver. Donc, et puis il y a bien sûr le centre culturel avec la salle d'exposition. Je sens la pression du regard de Delphine. Donc je n'allais pas l'oublier, mais il y a aussi des salles destinées aux associations. C'est un beau bâtiment. En plus, il y aura probablement des travaux dans les 2 ans au niveau de Paracy pour refaire le bâtiment et le transformer une fois qu'ils ont relocalisé dans la vallée. En tout cas, c'est un beau programme avec ce centre, le centre culturel, la rénovation énergétique. C'est des gros investissements, mais c'est nécessaire si on veut diminuer la facture énergétique. Grosso modo, sur les programmes précédents, les 3 écoles, on gagne 45-47%. C'est d'économie chaque année, donc c'est quand même pas négligeable au niveau de la consommation et du bilan carbone. Jean? Bien. Le maire a bientôt presque tout dit. Pour ce bâtiment culturel du Plateau d'Acier, il est envisagé de demander donc une subvention. L'estimation des travaux est de un peu plus de 490 000 euros hors taxes, auxquels s'ajoutent les frais de maîtrise d'œuvre, de bureau d'études, de CSPS, d'AIMO, pour un montant de 146 700 euros, ce qui représente une opération estimée à 637 000 euros. Donc le conseil municipal est invité à solliciter une subvention au CIAN dans le cadre de cet appel à projet 2021. Y a-t-il des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. J'ai pas tout dit, j'ai posé le contexte. Le cadre général. Par contre, c'est important, on était avec eux tout à l'heure. Le CIAN, c'est vrai que c'est un bon agent, siège au CIAN en tant que délégué. Non, mais c'est dur comme phrase. En tout cas, c'est un organisme qui est très important pour nous, parce qu'en termes de financement d'études, syndicat intercommunal au niveau départemental, mais c'est une organisation aussi. Et en tout cas, il nous apporte un support intéressant. On a quand même des projets en la matière, notamment sur tout ce qui est énergie renouvelable. Et c'est une puissance financière et d'expertise qui est pas négligeable. Nous avons des opportunités cette année qui vont se présenter à nous. C'est clair. Bon, on reviendra vers vous avec ça. Parler. Mais c'est pour ça, il y a Belgian qui est dans les starting blocks. Belgian, donc là, on va parler de choses un peu plus terre à terre, là, sur la DPAC à 40. Terre à terre, mais très intéressant. S'il vous plaît. La délibération suivante porte sur les délaissés d'autoroute de l'A40, en fait, qui appartiennent aujourd'hui à l'ATMB. C'était des délaissés d'autoroute qui appartenaient à la base à l'État. Et l'ATMB propose à la mairie donc de faire le transfert de propriété de tous les délaissés. Dans l'envoi de l'ordre du jour, vous avez eu les plans PDF. Vous les avez tous bien reçus pour visualiser à peu près. Donc la TMB nous propose le transfert à titre gratuit et les frais et charges de transfert sont pris en charge également par la société ATMB. J'ai fait la version courte.
C'est bien. Bravo, belle guide. Est-ce que tout est clair? Vous avez des questions? Oui? Oui, j'avais une question. Sur le plan qu'on voit à l'écran, Oui. vous avez les pointillés jaunes au niveau du lac à Brosse, à la cavette. Par contre, sur les plans qui sont fournis, la partie là n'est pas notée, n'est pas inscrite comme quoi elle passait dans la DPAC. Donc, est-ce que ça en fait partie ou pas? Sur le. Ouais, sur les plans PDF. Sur Ouais, le plan sur- PDF, oui, elle n'y est pas parce que c'est vrai qu'elle serait Ouais, non, intéressante à mais on récupérer. s'était posé la question effectivement en réunion, mais ça c'était un plan qui était fourni par le géomètre et j'avoue que il n'était pas très très juste. Donc c'est juste un plan d'ensemble, mais ce qui importe c'est bien les fichiers PDF Ouais. qui retracent vraiment la réalité en fait. Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas récupérer justement toute cette bande entre chez Brosse et l'autoroute. Oui, ça appartient à des privés. Non, pas Ça- la bande, elle appartient à l'autoroute sur le plan PDF. Alors, il y a une bande qui appartient à la TMB. On a déjà engagé des discussions avec eux. Il y a une question de largeur, donc on n'a pas le retour définitif de leur part, mais on était bien vigilant là-dessus. Ouais, Mais le propriétaire privé a une bonne partie aussi. Hein. Ouais. Donc, tu as raison de souligner la problématique, mais bon, on reviendra vers vous en commission foncier, urbanisme. Et puis il y a d'autres. Avec la TMB, on a encore plein de sujets à discuter, donc ça fera partie des sujets à voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Voter à l'unanimité. Ah, c'est toujours à moi. Toujours à toi. Alors, ah oui, c'est sur l'approbation du déclassement du domaine public correspondant au parking de l'ancienne salle des fêtes Jean Pernot. Donc, par délibération du 24 septembre 2020, le conseil municipal avait approuvé le lancement de la procédure de déclassement du domaine public, si vous vous souvenez. La désaffectation du parking a été prescrite par arrêté du maire numéro 358/2020 en date du 5 octobre 2020, interdisant l'arrêt, le stationnement et la circulation des véhicules et des piétons sur la parcelle I-3529. Donc, les mesures matérielles et de désaffectation ont fait l'objet d'un constat par la police municipale le 12 février 2021. Et suite à ce constat, à partir du 1er mars, il y a eu une désignation d'un commissaire enquêteur pour mener l'enquête publique. Le commissaire enquêteur, Monsieur Jean-Paul Bron, voilà, je sais même pas lire, a été désigné. Donc, il a fait, il a été, zut. Il y a un registre qui a été mis à la disposition du public à la mairie de Passy du 18 mars 2021 jusqu'au 2 avril 2021. Le commissaire enquêteur a assuré deux permanences en mairie. Il n'a recueilli aucune remarque du public. Et après avoir validé la procédure, donc la publication et l'affichage, il a rendu un avis favorable au déclassement de la parcelle. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, le conseil municipal est invité à voter pour approuver le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section I-3529 et de décider l'incorporation de ces parcelles dans le domaine privé communal. On passe au vote. Qui vote contre? 3, avec les 6, 6 contre. Donc, voter à la majorité. Il y a peut-être des abstentions. Oui, il y a peut-être des abstentions. Non, pas d'abstention. Ensuite, on passe à la délibération suivante sur la cession des parcelles I-1558 et I-3529. Donc, c'est la suite logique du déclassement. Correspondant au terrain de l'ancien hangar d'aviation Jean Pernot au profit du groupe Orpea. Donc, la commune de Passy est propriétaire des parcelles cadastrées section I 1558 et 3529, qui correspond à l'ancien hangar d'aviation. Le hangar, après avoir été transformé en salle des fêtes, puis loué à une entreprise, n'est plus utilisé car ne respecte plus les conditions de sécurité nécessaires à l'accueil du public. Le site accessible depuis l'allée de l'aviation est composé d'un bâtiment d'une emprise au sol de 958 mètres carrés et d'un terrain d'une superficie de 7250 mètres carrés.
Donc, par délibération en date du 24 septembre 2020, le conseil municipal a acté la procédure de désaffectation et de déclassement correspondant au parking de l'ancien stade Georges Permot en vue de sa cession. L'enquête publique s'est déroulée du 18 mars au 2 avril, comme je l'ai dit précédemment. Monsieur Jean-Paul Bron, commissaire enquêteur, n'a reçu aucune sollicitation. Après étude du dossier, il a donné un avis favorable à l'enquête publique. Donc, en 2019, la clinique Orpea a sollicité la commune afin de relocaliser sa clinique Paracy, actuellement située avenue du Docteur Jacques Carnot au plateau d'Assy, sur le terrain de l'ancien hangar d'aviation. Par arrêté du 10 septembre 2020, la commune a autorisé le projet de la nouvelle clinique déposé par le groupe Orpea le 3 avril 2020. Parallèlement, la commune a déposé un permis pour déconstruire soigneusement le bâtiment existant, selon les préconisations d'un cabinet d'architectes du patrimoine. La commune est dans l'attente de l'avis de la direction régionale des affaires culturelles sur les principes même de la déconstruction. La charpente est en effet inscrite au titre des objets mobiliers, monuments historiques, et sera cédée à une cour d'association qui prendra à sa charge les frais de déménagement. L'estimation des domaines pour la valeur du terrain nu a été de 570 000 €, soit 70 € le mètre carré. Et il avait été convenu avec la société Orpea que le coût de déconstruction du hangar sera à leur charge. Et il sera rajouté aux 570 000 €, une valeur estimée à peu près à 250 000 € aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a les coûts de déconstruction, puis les coûts de maîtrise d'œuvre aussi. Hein. Il y a quand même, il n'y a pas que la déconstruction. Hein. Donc, il y a Oui, tout un c'est ensemble. la Donc là, c'est totalité. une fourchette. On aura les prix définitifs prochainement. Ouais. Voilà. Ouais. Tous les frais qui sont liés à la déconstruction Ouais. de l'opération. Est-ce que vous avez des questions? Toujours pas? Bon, donc le conseil municipal est invité à voter pour approuver la cession des parcelles à la société Orpea, de prendre acte de l'avis domanial en date du 23 septembre 2019, d'approuver la cession au prix de 570 000 € et d'y ajouter les frais de démontage du hangar, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer pour le compte et au nom de la commune et après réalisation des conditions requises le compromis et l'acte authentique de vente, et d'accomplir l'ensemble des formalités administratives subséquentes, dire que les frais d'acte notarié sont à la charge de l'acquéreur, désigner l'office notarial relais Grange Plan 20 Pérola pour la rédaction des actes authentiques. Qui vote contre? Donc 6. Abstention. Qui s'abstient? Personne. Voté à la majorité. Merci. Merci Belguine. Et la dernière, c'est pour moi. Ouais, non, mais c'est important parce que pour Orpea, alors c'est vrai que c'était une opération qui a été engagée par l'équipe précédente. On avait pensé pouvoir trouver un autre terrain. Et puis le plus adapté était bien celui-là. Donc avec le groupe Orpea, on est en phase. Ce qui est important, c'est qu'il y aura une extension de l'activité. Hein. Aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes, hein, genre au plateau d'Est. 45 lits. Ouais, 45 lits, donc ils vont doubler l'activité. Hein. Donc c'est 85 lits de prévus, ils vont embaucher en conséquence sur un terrain de 8500 m². Donc 35 personnes en plus. Donc au niveau de l'emploi, tu as raison de le souligner, c'est important. Et c'est surtout c'est les lits qu'on garde à Passy parce qu'il faut quand même rappeler que tous les lits sont partis de la commune. Hein. Ouais. Ça semble acquis aujourd'hui, hein, ça a toujours été une préoccupation de notre côté. Voilà, il y a des jeux qui sont faits, politiques, économiques, peut-être un peu de négligence aussi. Donc ces lits-là, c'est important de les garder sur le territoire, surtout que ça offre une augmentation d'activité avec un établissement qui sera modernisé, qui sera bien placé parce que quand même au niveau accès, ça sera assez idéal entre l'autoroute au cœur de la vallée. Et on peut justement là-dessus saluer l'effort qui va être fait. D'autant qu'il y aura un reclassement du bâtiment au niveau du plateau d'Assy. On a déjà des discussions avec le groupe Orpea, enfin le repreneur potentiel, et ça peut être intéressant au niveau architectural et dynamiser le plateau. Exact.
cas, ça va être intéressant. Ah bah oui, c'est encore à toi, Belguine. Oui. Bon, Donc, bah vas-y, encore à toi alors. oui, c'est encore à moi. Signature d'un contrat de portage sous conditions suspensives avec l'entreprise Ganas Porzio. Donc, la commune de Passiel est propriétaire de la parcelle P1032 d'une superficie de 2693 mètres carrés, donc située au lieu-dit Les Îles Nord. Cette parcelle est bien classée en zone NDMI au plan local d'urbanisme en vigueur sur la commune. Ce classement correspond aux zones de stockage et de dépôt de matériaux inertes. Donc, la société Ganas Porzio est spécialisée dans l'exploitation de toute entreprise générale de travaux publics de construction, de tous locaux et notamment de locaux professionnels, commerciaux, industriels, agricoles et administratifs. Donc, la dite société souhaite, dans les cadres du développement de son activité, créer un site de stockage de déchets inertes. À terme, l'objectif est de rendre à l'agriculture l'ensemble de la zone. C'est une suite logique par rapport à toute la plaine, puisque les terrains sont rendus à l'agriculture. La commune s'engage à céder à la société le droit exclusif d'exploiter le terrain, le droit exclusif d'occuper la parcelle de terrain, le droit exclusif de remettre en état la parcelle conformément aux dispositions réglementaires. Voilà. En cas de réalisation des présentes, le preneur pourra procéder à sa convenance à l'exploitation, au fortage, au remblaiement et à tout stockage définitif des matériaux inertes et déchets préalablement traités sur un autre site, sous toutes les formes, etc., sous réserve expresse de l'obtention par lui-même des autorisations administratives nécessaires découlant de la réglementation et des conditions indiquées dans le contrat. Tout ça, c'est très, très réglementé. Ils sont en train de demander toutes les autorisations auprès des services de l'État pour pouvoir réaliser le remblaiement de la zone. Donc nous, on fait partie de la multitude de propriétaires qui se trouvent dans la zone, en fait. Donc on est les premiers propriétaires à signer la convention, si le conseil municipal l'autorise. Donc après, il y a des conditions suspensives. Je vous fais grâce de la lecture. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonsoir. Qu'entendez-vous par déchets inertes? Ce sont des déchets qui seront traités et triés. Et Issus de la déconstruction. Voilà, issus de la déconstruction, oui, des bâtiments. Et qui ne sont pas recyclables. Si j'ai bien compris, donc ce sera encore une décharge. Ah non, ça peut pas être une décharge parce qu'on va rendre les terrains à l'agriculture. Donc, si ils sont voués à être rendus à l'agriculture, c'est qu'il faut qu'ils soient, ce soit des déchets propres, entre guillemets, mais pas recyclables. Étrier, propre et trié. Voilà. Mais normalement, il y a des entreprises qui recyclent. Non, en fait. Non, mais là, ce sont les déchets, comment dire. Ne confondez pas avec les mâches-fer. Ce sont des matériaux de déconstruction de bâtiments. Casser un mur, il est trié, les aciers sont tirés, sont concassés, sont recyclés dans ce genre d'opération. En fait, c'est les déchets. Il y a du béton, des tuiles, il y a du verre. Et en fait, les entreprises qui font du recyclage, elles mettent ces déchets inertes en comblement de carrière exactement pareil. Donc, c'est déjà du déchet trié, en fait. Quand vous déconstruisez une maison, effectivement, il y a du bois qui va être recyclé, le plâtre va être recyclé, il y a un certain nombre de choses et il va rester des éléments non recyclables. Et c'est ces éléments-là. Et de toute façon, les décharges pour des déchets inertes, c'est obligatoire sur un territoire, il faut le savoir. Et ici, on a beaucoup de déconstruction. Jusqu'à maintenant, les déchets d'ici partent dans d'autres décharges avec le nombre de camions qu'il peut y avoir. Mais c'est assez classique ce comblement et ensuite on recouvre de terre végétale et on remet en agriculture en fait. Mais le tri a déjà été fait en fait. Donc c'est plutôt vertueux, c'est l'économie circulaire. Il faut savoir quand même que ça fait une vingtaine d'années que les services de l'État attendent du pays du Mont-Blanc que ce type de stockage soit réalisé. Comme le disait Christelle, les déchets ils sont bien envoyés quelque part, donc il y a du transport. C'est pas vertueux. Donc là, il y a une société Ganas Porzio qui souhaite se lancer dans ce type de démarche avec un très haut niveau d'exigence environnementale. Comme le disait Belguine, c'est extrêmement réglementé. Les services de l'État, l'ADREAL, la DDT
Le PLU qui a été validé en 2019 prévoyait déjà ce type de décharge, de stockage d'inerte pour être précis, c'est pas décharge, c'est stockage d'inerte. Ça s'appelle ISDI hein, sur le territoire. Et le but, c'est de remettre en agriculture la partie qui a été excavée dans ce secteur-là, qu'on connaît tous. Les matériaux sont partis à la construction. Donc c'est un retour des choses. La déconstruction, le tri, le traitement. Eh ben, on revient. Alors, c'est sûr que les matériaux ne seront pas à l'état naturel, hein, personne n'est dupe. Par contre, en termes de, il n'y aura pas de dangerosité pour l'environnement. Et au contraire, on remettra une couche supplémentaire, donc en termes de filtration, et on remettra le terrain naturel à niveau. Donc, on est dans une démarche tout à fait intéressante et qui se réalise déjà dans pas mal de territoires. Donc, nous, là-dedans, il y a bien entendu, la commune est concernée parce qu'on a une bande de terrain, mais on accompagnera la société qui s'engage dans cette démarche-là. Encore une fois, hein, on le précise, c'est vraiment vertueux. Ça nous permet de traiter nous-mêmes hein, sur le territoire les déchets. Le secteur de la construction est quand même extrêmement actif au Pays du Mont-Blanc malgré la crise. Hein, construction BTP, c'est des entreprises qui maîtrisent tout à fait le sujet. Et on sera bien entendu vigilant et à leur côté pour mener à bien cette opération. Il y a d'autres choses qui sont envisagées. On reviendra vers vous devant ce conseil pour vous en parler. Belguine. Donc, on n'est pas du tout dans le cadre de décharge de déchets, hein, comme ça se faisait dans le passé, il y a fort longtemps, heureusement. Et ce sera vraiment pour un retour à l'agriculture. Un petit rajout quand même, j'ai oublié de vous préciser que la cession de ce droit d'exploitation sera consentie aussi moyennant le paiement d'une redevance de 2,50 € hors taxe par mètre cube. Donc voilà, c'était juste. Oui. C'est les mètres cubes rajoutés ou retirés? Rajoutés. Et retirés? Il n'y a pas de retrait. Il n'y a aucun retrait. Il y a un rajout de matériaux, de déchets. On remet à niveau puisque là, ces terrains-là sont vraiment creusés. Ils sont vraiment des anciennes carrières. C'est pas sur toute la parcelle, c'est seulement la partie qui est justement creusée. Non. Donc, parce qu'il y a un chemin de chaque côté, il y en a un qui longe l'autoroute et l'autre qui permet d'aller chez Ganaz, mais là, la parcelle indique que ça va de là jusqu'à l'autoroute. Mais en fait, c'est vraiment que la partie qui est creusée. Qui est excavée. D'accord. Ouais. Non, c'est la partie excavée. Donc là, là où il y a la zone NDMI, hein, Ouais. c'est délimité comme il faut. Bon, après, là, ce qui est surligné, c'est la parcelle dans sa totalité, mais c'est vraiment la zone NDMI qui sera remblayée. Hein. Et là, Ganaz Porzio est en train de contractualiser avec les différents propriétaires des bandes de terrain pour faire la même chose. Hein. Ça concerne les différents propriétaires, bien entendu. Oui, donc c'est bien, toute la zone qui a été excavée il y a 25 ans. Exactement, il y a 30 ans, ouais. C'est-à-dire, c'était pas bien explicite. Voilà. Et dans cette partie de cette zone, nous sommes propriétaires, la commune. La de commune cette de parcelle. Passy, ouais. Voilà, c'est mieux compris. Voilà. C'est plus clair. Bon, parfait. Donc, en tout cas, on est en train de mener une réflexion avec les services de l'État et le SN3A qui est concerné par rapport aux berges de l'Arve. Et on avance sur un projet assez ambitieux et de haute valeur ajoutée pour l'environnement. Donc, on aura l'occasion de redébattre de ça en commission quand ça sera, on aura concrétisé les différentes étapes. Merci. Oui. Comment ça va? Une petite estimation, le temps d'avoir que la totalité des propriétaires soient d'accord. En combien de temps estimer le remblaiement total de toute cette zone? Parce qu'à l'époque, ça a été très vite pour le sortir. On l'a sorti en 5 ans. J'ai participé quand j'étais jeune. Ouais. Mais maintenant, pour remblayer une surface pareille, je ne sais pas, M. Fontaine est sûrement capable d'estimer le nombre de mètres cubes qu'il doit falloir sur toute la surface. À mon avis, il faut un certain temps. La durée du compte. Pardon, je peux finir. Hein, oui. C'est pas ce qui me dérange dans cette opération. C'est sûr que c'est très bien, comme vous dites que les matériaux inertes reviennent à leur place, hein, même si c'est pas les mêmes. Mais c'est la durée de cette affaire-là. Faut quand même estimer, il faut quand même bien penser que ça va être pas joli, nous dirons. Pas joli pendant un certain temps. Et c'est justement une petite question de savoir si le temps est estimé. Belguine répond, vas-y.
Je peux pas, prendre la parole? c'est pas une critique. Non, mais la durée du contrat de portage est de 18 mois, hein, donc 18 mois. Oui, Sur notre parcelle. sur notre parcelle. Sur notre parcelle. Ah bah là, on vote que pour notre parcelle. Oui. On vote que pour notre parcelle. Après, moi, je pense que quand on aura le plan d'action définitif de Gana Sportio, ça peut être l'occasion qu'ils viennent nous le présenter en conseil municipal. En plus, aujourd'hui, ils sont quand même dans une démarche environnementale assez engagée. Et d'après ce qu'on, c'est pas d'après, hein, les échanges qu'on a eu avec eux, ils veulent faire les choses vraiment au top. Donc c'est aussi une vitrine pour eux. Ils souhaitent, ils ont des besoins en propre et ils souhaitent même voilà se concerter peut-être avec d'autres acteurs sur ce type d'opération, d'autres acteurs de la filière. Quand on nous dit que tous ces matériaux-là vont arriver de notre commune ou dans les communes environnantes, il faut quelques chantiers et quelques travaux pour remblayer un trou pareil. Et la durée risque, moi, à mon sens, d'être longue, voire même très longue. Ah, je pense. Et tout le monde se plaint de la poussière des sablières. Et j'ai peur que ça dure encore des années et des années. Alors, là, je vous réponds. Et puis après, on passera au sujet suivant. La poussière des sablières au niveau des gravières, c'est un sujet qu'on traite avec les opérateurs, dont Gana Sportio, qui a des propositions aussi. On est obligé de se concerter avec les services de l'État, le SM3A, je le disais tout à l'heure, parce que ça porte sur énormément de domaines. Et on a la volonté d'avancer avec eux. Et il y a une bonne, on va dire qu'il y a des objectifs tout à fait réalistes. Mais ça prend du temps. Donc c'est pareil, on en discutera en commission environnement quand on aura bien avancé. La problématique de la poussière, donc c'est aussi des particules fines. Et du bruit, parce que c'est les gravières, c'est le bruit et la poussière. Donc ça, c'est des choses dont on est tout à fait au courant et qu'on suit. On travaille avec les deux exploitants, avec l'association qui porte le sujet de défense des habitants, hein, et les services de l'État concernés. Donc on est au cœur du sujet, et sur la partie de remblaiement, entre guillemets, ils auront l'obligation de respecter les normes en vigueur, d'une part, et eux, ils ont, je veux dire, une charte interne au niveau de la bonne tenue du chantier. Donc là-dessus, je suis pas trop inquiet, hein. Non, c'est du stockage, il n'y a pas de traitement, tu as raison de le dire. Du coup, il n'y aura pas de poussière ou de. Voilà, c'est juste le mouvement mécanique de décharge, quoi. Donc, ça sera beaucoup plus limité que ce qu'on a ailleurs sur la commune. De toute façon, je pense que bon, on a pas mal on circule tous un peu dans le secteur. Je pense que on n'est pas inquiet. Il y aura assez de points de vigilance par rapport à la bonne tenue du chantier. En tout cas, il y aura un suivi. Il ne faut pas vous inquiéter. Et je vous dis, je pense que c'est quand on aura le plan définitif, c'est qu'ils viennent nous le présenter déjà en commission de travaux, hein, et éventuellement au conseil municipal, parce que c'est quand même un projet assez ambitieux, quoi. Simplement pour dire par rapport au temps, si on regarde un peu la plaine, il y a déjà des tas tas provisoires, hein, de ces matériaux-là. Ils ont certains secteurs qui sont déjà et ils attendent l'autorisation pour aller directement dans le trou. Ils sont stockés à côté pour le moment. Donc ça va permettre d'aller un peu plus vite. Il n'y a pas que il y a de l'ancienne déconstruction, de l'ancien traitement qui va rentrer là-dedans, hein. Il n'y a pas que ce qui va arriver demain. Merci Jean. Belguine, c'est bon? On a voté ou pas? Non, Ah bon, justement, je voulais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? On peut passer au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? Alors, 6. On votait à la majorité. Merci. Merci Belguine. Non, mais c'est un dossier qui on reviendra vers vous, hein, avec, parce que c'est le début, hein, c'est la première étape. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, de reprendre des décisions au niveau du conseil municipal. Alors, l'ordre du jour est épuisé. On a fait le tour des délibérations. Il n'y a pas de questions orales. Non, je les ai, c'est bon. On n'a pas de questions orales au niveau de l'opposition. Je vais vous lire les communications rapidement. Donc les décisions du maire. Donc on a signé donc la décision 28-21, tarif accueil de loisirs municipal été 2021.
on en parlait tout à l'heure. 29-21, tarifs pause méridienne et services de restauration scolaire pour l'année 2021-2022. La décision 30-21, tarif de l'accueil périscolaire pour la période 2021-2022. La décision 31-21, tarif de l'accueil de loisirs des petites vacances et mercredis pour la période scolaire de la même 2021-22. Tarif de service de restauration scolaire sur 2021-22 pour les enfants de l'IME. Décision 33-21, modification des amendes constitutives de la régie de recettes du lac de Passy. Tickets et cartes d'abonnement, numéraire, carte bancaire et chèque bancaire. Donc c'est la première année, c'est une petite info, où on acceptera les paiements par carte bancaire au niveau des parkings du lac, parking des Granges, parking des Criques, parking de la plage, au bout. On aura donc les saisonniers seront équipés de terminaux. Ça permettra un paiement beaucoup plus rapide et éviter trop de manipulations. Décision 34-21, remplacement du parc de copieurs de la commune. Décision 35-21, aménagement d'une aire de jeu au quartier des Nids. Donc là, les travaux devraient démarrer, Clément ou Jean, c'est quoi? Ouais, début juin, on est déjà fin mai, donc ça sera début juin. Il y a un peu de délai sur les livraisons de matériaux, on en parlait tout à l'heure. Donc ils ont rallongé pas mal les fabricants, là. Donc on aura une livraison définitive. Ouais, c'est tous les chantiers, mais bon. Donc l'aire de jeu des Nids qui est attendue. 36-21 avenant aux 2 marchés de travaux, réhabilitation du chalet accueil de Plaine-Joux et la création de la coursive pour l'exposition, la scénographie sur la réserve naturelle, donc avec un nouveau marché, un montant de 37,74 €, et donc ça valait le coup celui-là, portant le nouveau marché à 31 191 €. Avenant 2 au marché de travaux, toujours pareil, réhabilitation de l'aire de Plaine-Joux du chalet accueil et de la coursive sur le lot 2 charpente, avec un montant de 1 820 €, portant le nouveau montant à 224 707. Décision 38-21, convention de la mise à disposition de services entre la commune de Passy et la Comcom Pays du Mont-Blanc pour le stationnement des véhicules, vous savez, au centre technique, donc avec un loyer mensuel de 720 €. Et la décision 39-21, l'avenant 2 au marché conclu pour les fournitures de produits matériels d'entretien pour le service de la commune de Passy. Marché conclu avec la société AED à Pringy. Donc on a des demandes d'autorisation d'urbanisme déposées sur des biens communaux. La commune en a déposé 3. Pour le 1er avril 2021 pour le remplacement d'un abri de jardin en mauvais état, c'était 34 rue du docteur Henri Joly. Date du 26 mars 2021 pour les brise-soleils qui vont être disposés sur les lucarnes supérieures au niveau de l'école du chef-lieu. Création d'un préau ombragé, donc celui-là ça fait un moment qu'on attend. Décision, donc le dépôt du 27 avril 2021, remplacement du chalet bois actuel de la buvette de la plage, donc qui est un peu détérioré par nos amis les Verts. Donc c'est pour la base de loisirs. Vous n'y voyez aucune allusion. Et quel verre? Les verres à bois. À boire? Je spécifie boire pas l'espèce. D'accord. Et pas à boire. Une petite précision, tiens, tant qu'on est dans les verres et dans le lac, par analogie, on m'a posé la question par rapport au lac vert. On en parlait tout à l'heure. Donc ouais, on reste vraiment dans le champ lexical. En tout cas, sur le contrat de territoire espace naturel sensible qu'on est en train de mener en partenariat avec le département, donc comme le précisait Belguine, pour la valorisation et les protections des aménagements des berges et des accès, il y a une partie pêche et une partie lac. Et on a interrogé, donc le bureau d'études a interrogé l'association de pêche. Donc on m'a posé la question, mais vous allez interdire la pêche? Mais il n'est pas question d'interdire la pêche au lac vert. Donc la pêche sera toujours autorisée au lac vert. Par contre, on va cadrer les pratiques parce que les plongeurs, notamment, et les pêcheurs aussi, mais les plongeurs ont retrouvé des appâts qui venaient de l'océan, par exemple, avec des appâts gros comme ça. Donc beaucoup de choses au fond du lac, notamment. Donc je pense que ça impose un règlement intérieur, mais ça sera travaillé avec l'association de pêche parce qu'ils sont les premiers demandeurs. On affichera le règlement, puis on le distribuera dans les points de vente de permis, par exemple, pour inciter aux bonnes pratiques. En tout cas, il n'y a pas de souci. La pêche sera bien sûr toujours autorisée et favorisée au niveau du lac vert. Je remercie la presse qui est présente, donc le représentant de la presse. L'autre presse est présente. Voilà, je sais, oui, Fred est de l'autre côté sur les écrans.
Et puis, bah voilà, c'est 19h59. On a pris un peu de retard tout à l'heure. Veuillez nous en excuser. Je clôt le conseil municipal et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée.